genou. Il s'est refait mal aujourd'hui, il va devoir mettre un terme à sa saison et se faire opérer dans les jours qui viennent. Alors il fait chaud, 25 degrés, il va falloir jouer bien entendu avec cette constante. Voici le tracé du circuit, 1640 mètres, un circuit tout neuf bien sûr, qui paraît-il sera démonté juste après la compétition pour mieux revenir puisque ce sera le théâtre du Grand Prix des Nations. Alors Serge, est-ce que ça change quelque chose pour ces pilotes de découvrir comme ça? Personne n'a jamais roulé sur ce terrain, tout le monde part à zéro. Ça change quelque chose ou pas? Ça change, non, je pense pas que ça change beaucoup de choses. Je pense que les pilotes sont sûrement très contents de découvrir une nouvelle piste. Déjà l'année dernière, on a vu des nouvelles épreuves comme au Japon, comme en Angleterre, avec des circuits vraiment avec de la bonne terre végétale brassée, donc qui permettaient aux pilotes de s'exprimer pleinement et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ce qui est intéressant sur ce circuit anglais aujourd'hui, c'est le jeune anglais Hamilton qui s'est occupé de le dessiner. C'est lui qui avait également travaillé sur le circuit de l'île de Wight, sur le circuit de Matchams Park de l'an passé, sur le Grand Prix d'Irlande également. On sait qu'il a un bon coup de crayon au niveau du design des circuits. On devrait assister vraiment à un Grand Prix intéressant. Hier c'était un petit peu difficile au niveau de la texture du circuit. Il a fallu que les pilotes roulent, ça glissait, il y avait des pierres concassées. Là ça va beaucoup mieux et ça devrait être pas mal. C'est vrai qu'un tracé comme ça c'est toujours intéressant, ça remet les pendules à zéro. On espère bien entendu que les Italiens qui nous ont fait un très beau spectacle la semaine dernière vont remettre le couvert. Vous avez vu ce Grand Prix, Serge? Bien sûr, puis je m'étais déplacé pour suivre les pilotes de la marque Schott. Et alors aussi surprenant que ça puisse paraître, au spectacle était dès samedi, les pilotes étaient vraiment on va dire déçus de cette piste italienne, puisque la piste était vraiment de texture très très dure et tout le monde avait du mal à trouver ses marques, à pouvoir, je dirais, s'exprimer à fond. Et il y a eu beaucoup de remarques le samedi soir dans le paddock. Alors Cairoli, vous qui l'avez approché de près, il est comment avant un départ de Grand Prix? On le sent un peu tendu cette saison avec cette plaque numéro 1. Il a eu pas mal de soucis mécaniques, des chutes. C'est vrai que par rapport à la saison dernière, il part sur d'autres bases. Maintenant, il a été vraiment super consistant le week-end dernier en Italie, avec une grosse baston avec Philippe Ayers. Donc je pense qu'il a hâte de reprendre ses premières places et de rester aux avant-postes. Ouais, Philippe Ayers, il va falloir le suivre aujourd'hui également. Il est tombé hier dans sa qualif, il est bien revenu. Et puis un garçon à suivre, c'est Tyler Rattray. Il a chuté la semaine dernière, il s'est blessé à la cheville. Ce matin, il n'était pas trop dans le coup au warm-up, il n'a fait que 3 petits tours. Il n'est pas à 100% physiquement, on sait que son pilotage est basé sur le physique. Ça risque d'être un peu dur pour lui aujourd'hui. Et puis à suivre également Marc de Ruyver qui est toujours second du classement provisoire mais qui baisse un peu de rythme, qui a cassé la semaine dernière dans la deuxième manche, qui a encore connu des petits soucis hier. Ça va partir. 15 secondes. Serge et Pierre-Yves, la première manche, on va découvrir au fur et à mesure ce circuit 5 secondes. Le départ est primordial. Et la plaque rouge ici à l'intérieur pour très certainement la trajectoire la plus rapide, en tout cas celle la plus proche. Mais si c'est raté pour Pourcel. Il est mal sorti de la grille, Christophe Pourcel malheureusement. Kenneth Gundersen à ses côtés, bien parti. C'était pas trop mal quand même. Il y a Aubin, qui est complètement Nicolas Aubin qui fait le all shot. All shot de Nicolas Aubin, le pilote français qui a déjà très bien roulé hier. Il avait déjà réussi le all shot de sa qualif avec la KTM. Qui est pas mal parti. Regardez Pourcel qui prend des risques et qui sort de la pluie. Déjà 4e place pour Christophe Pourcel. C'est très chaud ce début de Grand Prix. On la voit, la piste est large, il y a plusieurs trajectoires possibles et ça a l'air très rapide. Kenneth Gundersen en tête. Derrière il y a Nicolas Aubin, il y a un des officiels KTM, a priori c'est probablement Philippe Hertz sur la KTM en 3e position, et derrière Christophe Pourcel à la lutte avec Billy Mackenzie, le Britannique. Allez, Philippe Hertz sur sa lancée de la semaine dernière, il a envie évidemment de remettre du lourd et du massif. Regardez ce magnifique saut. Et tout de suite aux commandes, bien entendu. Un circuit assez moderne a priori qui rappelle l'île de Wight. Petite faute de Christophe Pourcel sur le saut. Des sauts qui ont l'air assez longs. Et Kenneth Gundersen qui imprime le rythme dans cette première manche. 2e place pour Nico Aubin. Derrière, bon travail de Billy Mackenzie qui roule à domicile. Le pilote Yamaha Dixon qui attaque fort. Alors ils ont supprimé les whoops, mais ça ressemble quand même à des grosses whoops, ça. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui les règlements FFM et je pense FIM acceptent d'avoir des vagues sur les circuits de motocross, mais plus des whoops. Donc une réglementation qui a changé un petit peu. C'est pour ça qu'on a, je dirais, la déception de ne plus voir ces péripéties de certains pilotes dans les whoops. Alors regardez le beau travail de Nicolas Aubin. Les Britanniques aussi, notamment Tommy Searle. Tom Church, lui, vient de chuter.
Ouais, ça s'est mal passé au départ pour Tom Church et Gundersen toujours en tête qui imprime le rythme. Il est 9e du classement provisoire avec 139 points et il nous surprend quand même depuis quelques grands prix. Ouais, Kenneth Gundersen qui avait impressionné notamment à Zolder, un garçon que l'on n'attendait pas forcément aussi bien aussi vite puisqu'il sort de 2 ans de blessure. On le sait, un Serge n'est pas de rythme quand on a manqué de compétition très longtemps, mais Kenneth Gundersen il semble plutôt pas mal cette année, même s'il est un peu irrégulier, il est capable de jouer des podiums de manche. Tout à fait, d'autant plus qu'il avait gagné une manche à Zolder. Ensuite il a passé une petite période à vide avec beaucoup de résultats en demi-teinte, et en plus le week-end dernier à Montevarchi avec son team italien, ça a été extrêmement compliqué puisqu'il doit faire 2 fois très très loin ou 2 fois 100 points, et c'est vrai que je pense que de revenir sur un circuit comme ici avec un bon départ, ça permet de repartir sur une bonne lancée. Alors une bonne indication à Rattray et Keroli assez loin, aux alentours de la 10-12e place, de Rover également, alors que Nico Aubin pour l'instant suit bien le rythme, il est toujours en seconde position. Nicolas qui avait déjà réussi une très belle première manche au Grand Prix de Bulgarie, on sait qu'il a du talent, Serge, un élan potentiel, il l'exprime souvent au championnat de France, et on en parle direct. En championnat du monde, c'est un petit peu plus dur. C'est vrai que la différence qui se passe entre le championnat de France et le championnat du monde, c'est la vitesse. Donc il y a moins de pilotes, il y a beaucoup de très très bons pilotes en France, puisque sur un championnat de France élite, on va dire les 6 ou 10 premiers pilotes sont des pilotes qui ont Grand Prix ou en championnat d'Europe. Maintenant, quand on arrive sur les Grands Prix, c'est plus 8 ou 10 pilotes qui roulent vite, c'est 30. Donc à partir de là, le départ est primordial. Et en plus, on voit sur cette piste qui est vraiment très très rapide, les écarts vont se faire beaucoup plus difficilement. Et je pense que tous les pilotes français justement qui ont eu l'habitude de rouler en SX, parce qu'on a vu pas mal quand même de parties techniques avec des bons sauts, peuvent justement s'interposer sur les places de devant. Et Nicolas Aubin, il est vraiment rapide, il est vraiment sur les talons de Gundersen. Il faut rappeler que Gundersen a gagné sa qualif hier, donc a priori il est plutôt rapide sur ce circuit. Très à l'aise sur ce tracé, 2.04 pour son premier tour, 2.05 pour Aubin et ensuite Philippe Hertz en 2.07. Derrière c'est beaucoup moins rapide, les 2 hommes de tête qui donnent vraiment un rythme d'enfer. Alors que Tom Church est rentré au stand malheureusement, et la mauvaise opération pour l'instant c'est celle de Christophe Pourcel qui est assez loin. Philippe Hertz lui est bien calé en 3e position, alors que Keroli est toujours au-delà de la 10e place. Rattray également, et on ne parle même pas de Marc de Roger qui pointe en 26e position seulement. Philippe Hertz à mon avis qui est en train de faire son effort, il n'est qu'à 2 secondes de Gundersen. On retrouve également Rui Goncalves, le portugais, à la 5e place, qui confirme ses bons résultats depuis quelques semaines. C'est vrai qu'il avait bien mené la danse l'autre jour, Rui Goncalves. Et Serge, on a l'impression quand même que Philippe Hertz revient petit à petit sur les talons de Nico Aubin. Philippe Hertz est l'un des hommes en forme sur le podium du Grand Prix de Bulgarie, auteur d'un super doublé. La chute de Gundersen, Nicolas Aubin qui vient de prendre la tête. Allez, Nicolas Aubin qui va rentrer dans les statistiques peut-être des tours en tête d'un Grand Prix, et Gundersen qui repart. La Yamaha a priori n'avait pas calé, ou alors elle a bien redémarré. Ça c'est un problème récurrent sur les 4 temps. C'est vrai que les moteurs chauffent beaucoup, et une fois chaud, c'est pas évident de les remettre en route. Bon, maintenant chaque constructeur a beaucoup travaillé sur les motos et il y a beaucoup plus de facilité. Maintenant, c'est vrai que sur les Grands Prix, les motos sont tellement optimisées au niveau performance, les moteurs tapés au maximum pour justement avoir un maximum de chevaux, que dès qu'on arrive sur des problèmes mécaniques comme des casques, car cette année je pense qu'on a constaté qu'il y a eu beaucoup de casques sur les manches de Grand Prix, il y a beaucoup de pilotes qui ont dû abandonner. C'est le même problème quand les moteurs chauffent et que les motos calent. C'est impossible de les redémarrer. On parlait de pression, Nicolas Aubin là justement, est-ce qu'il va résister à cette pression? C'est la première fois que Nico évidemment a priori mène un Grand Prix en MX2 avec le vainqueur du Grand Prix de la semaine dernière. Ça doit être chaud quand même. Tout à fait, d'autant plus que, alors ce qui est super bien à voir, c'est qu'on voit que Nicolas a vraiment des traces parfaites, où il essaye de vraiment anticiper ses freinages et de ressortir serré dans les virages, et derrière donc il a affaire à un Philippe Hertz qui est en pleine confiance, avec un mental en béton, puisque le week-end dernier il a gagné les 2 manches à Montevarchi, et en plus on l'a vu en 2e manche remonter 6e place jusqu'à Anthony derrière lui qui mettait des attaques sur chaque virage du circuit. Donc je pense que là il y a 2 choses qui vont se passer, c'est de voir si Nicolas va être capable de résister jusqu'à la fin de la manche, donc physiquement, et de voir bien sûr, et de voir l'ascendant que peut-être pourra prendre Philippe Hertz sur cette manche. Là on le sent quand même vraiment bien, Nico Aubin en ce moment. Et on a aperçu Christophe Pourcel désormais à la 5e place, donc Gundersen a rétrogradé.
Mackenzie qui est désormais troisième. Billy Mackenzie, lui c'est on le connaît, il a gagné le Grand Prix du Japon. Depuis on l'a plus vu et à nouveau il est chez lui à domicile. Il est pour l'instant en troisième position. Il a un bon coup à jouer dans cette manche, Billy Mackenzie. C'est vrai que Nico Aubin là, il donne un bon rythme à cette manche. Pour l'instant il n'est pas encore rejoint par David et Philippe Hertz, quoique on voit poindre la roue de l'autre KTM. Très beau style en tout cas, ça fait plaisir de voir ce jeune Français en tête d'une manche de MX2. Ouais, d'autant que Nicolas, il faut quand même préciser qu'il est pas pilote d'usine, il est dans une petite structure, il a du bon matériel, c'est loin d'être du matériel aussi préparé qu'une moto comme celle de Philippe Hertz ou même celle de Mackenzie. Malgré tout, il arrive à réussir des all shots, à se battre devant. Ça prouve qu'il a quand même qu'il a le talent, mais là ça va quand même se compliquer. Le dépassement bientôt de Philippe Hertz. Sur Nico Aubin qui se fait de plus en plus pressant. Regardez l'accélération de la 413 ici à la relance. Alors Philippe Hertz, on a l'impression qu'il a réellement démarré son championnat du monde en Bulgarie en montant sur le podium. Depuis on ne l'arrête plus. Il est bien revenu au classement provisoire. Il occupe la 5e place avec 210 points. Et Mackenzie qui est revenu. Mackenzie, donc les Anglais bien évidemment à faire donc chaque année sur le Grand Prix nationaux, que ce soit Billy Mackenzie ou Carl Nunn, on les voit à chaque fois venir chercher des victoires ou gagner des grands prix. Ouais, Carl Nunn il avait gagné une manche l'année dernière à Matcham Park. Effectivement. Donc à suivre, de toute manière ça y est, Billy Mackenzie il est dans le rythme. Ce qui est étonnant derrière c'est de voir que Pourcel n'a pas réussi à suivre le rythme alors qu'il a quand même réussi un bon départ et c'était l'homme le plus rapide depuis le début de ce week-end. Il est certes 5e mais pas à la bagarre pour aller chercher le podium. C'était pas facile, hein. Il a un peu raté son départ, on l'a vu un petit peu jeté à l'extérieur de l'appui au début de la course. Après il faut se mettre dans le rythme et puis a priori le rythme n'est pas mauvais. 2,04,6 pour l'homme le plus rapide pour le moment. Il s'agit du Français Nicolas Aubin. Ils sont dans les mêmes temps et c'est Mackenzie qui a fait un très joli temps, c'est l'homme le plus rapide en ce moment. Et Serge, c'est un circuit quand même où ça a l'air d'être dur de faire la différence quand on voit par exemple Rattray et Keroli qui étaient 10e et 11e au premier tour, ils n'ont quasiment pas gagné de place. Tout à fait, tout le monde va vite. Tout à fait, le circuit est vraiment très très rapide, le circuit est très très large aussi, donc c'est pas évident d'arriver à faire l'écart. Maintenant, comme on peut le voir ici sur la baston qu'on voit avec les premiers pilotes, je pense qu'ils sont sur un rythme vraiment très, très élevé, c'est pour ça que l'écart s'est fait. Et ce que j'espère pour Nicolas, c'est qu'il va arriver à tenir ce rythme. Pour l'instant, Nico il ferme bien les portes. Philippe Hertz essaye de prendre des trajectoires extérieures, on va dire presque des trajectoires de chrono. Il élargit, il rentre assez fort dans les virages. Et Nicolas qui depuis donc je dirais le rapprochement de Philippe Hertz et Mackenzie se déporte un peu plus et élargit un peu plus ses trajectoires et on voit justement Philippe Hertz qui lui arrive à ressortir plus serré. Donc c'est là que maintenant commence croisement là. Tout à fait. Mais là c'est le genre de manche qui est très intéressante pour Nicolas Aubin. Il se montre, il démontre notamment au team manager qu'il a la vitesse de pointe pour tenir en tête, pour résister à des pilotes comme Philippe Hertz. Pour la suite, c'est important de réussir ce genre de manche. Surtout que là, on arrive à une période de l'année où les teams commencent déjà à se préparer. L'attaque de Philippe Hertz, les gars. À se préparer au transfert 2007, en sachant que KTM bien évidemment est toujours très très présent pour reprendre des bons pilotes ou prendre des pilotes qui sont capables de gagner. Il est toujours pas passé Philippe Hertz. Il sort le grand jeu Philippe Hertz là pourtant. Philippe Hertz il attaque dans tous les sens, il recoupe bien les trajectoires, mais Nicolas Aubin est exceptionnel, il jette des petits coups d'œil de temps en temps. Attention peut-être à l'intérieur, l'attaque de l'Italien. Et Aubin en travers qui contrôle toujours et ça passe pour David Philippe Hertz. Mais je pense que Nicolas n'a pas dit son dernier mot. Nicolas est vraiment dans le rythme. Alors on espère. Alors en Bulgarie il avait mené aussi un petit peu. Ensuite il avait réussi à suivre le rythme de Keroli pendant plusieurs tours. Il avait fini par craquer. On espère qu'il n'a quand même pas tout donné dans les premiers tours et que physiquement il va avoir les ressources maintenant pour terminer sur le podium. Ce serait bien un premier podium de manche en championnat du monde pour le jeune pilote normand. Il avait mené un tour exactement au Grand Prix de Bulgarie. Là il est en train d'augmenter son compteur en termes de statistiques et de tours en tête d'un Grand Prix. Et vous avez vu sur le ralenti donc Nicolas qui tout à l'heure soignait vraiment ses trajectoires intérieures. Là on l'a vu écarter un petit peu et Philippe Hertz en a profité directement. Alors Philippe Hertz qui serait le premier homme à gagner 3 manches d'affilée s'il allait au bout. Mais ça semble très bien parti pour lui. Derrière Mackenzie toujours 3e, Goncalves 4e et Chris Pourcel à la 5e place devant Gundersen et Garneri. Et puis du côté de Rattray Keroli, ça n'a pas changé. Aux alentours de la 10e place pour les deux hommes. C'est incroyable de voir rouler Philippe Hertz qui a vraiment une
distance incroyable. On le voit rouler, on le voit sûr de lui. Il dégage vraiment quelque chose de très puissant. Ouais, et à chaque fois c'est propre, c'est posé. Et au Grand Prix d'Italie c'était vraiment très très impressionnant. Ouais, ça, là, cette puissance, je sais pas si tu as remarqué ça, moi je le trouvais impressionnant, notamment dans les deux petites cassures en descente assez rapides à Montevarchi. On le voyait vraiment casser les sauts et on se sentait fort, on le sentait très 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 concerné, très motivé. Et ça paye puisqu'il est en train de creuser l'écart. Maintenant Nicolas Aubin qui est menacé par Billy Mackenzie. Mackenzie soutenu forcément par le public anglais venu une nouvelle fois en nombre. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Nicolas, alors que derrière on l'a aperçu, Christophe Pourcel est vraiment sur les talons de Goncalves pour la 4e place. On le voit au loin là-bas, mais les écarts commencent à être assez importants. Ah, il se retourne, hein. Nicolas Aubin se retourne et l'attaque de Billy Mackenzie à l'intérieur, ça devrait passer. Et Nicolas qui se fait doubler exactement au même endroit que tout à l'heure par Philippe Aerts. Ouais, de la même façon. Maintenant il faut pas se désunir, hein. C'est ça, essayer de rester au contact. En espérant que justement sur le gros rythme qu'il avait en début de manche avec Philippe Aerts et Mackenzie, qu'il arrive à garder le contact. C'est ce qui va être le plus important, car s'il perd le contact avec Mackenzie, obligatoirement il risque de tomber dans un faux rythme. Il va être plus être en récupération et c'est là que justement les pilotes de derrière peuvent revenir. Alors on vous le rappelle toute la journée, www.abmoteur.tv pour vos questions sur le net d'AB Moteur. Maintenant à noter je dirais le rythme de l'anglais Mackenzie, puisque transcendé je pense dans son pays et par ses supporters, il est capable d'aller chercher Philippe Aerts. Il est étonnant Billy Mackenzie, hein. C'est vrai, il y a des grands prix comme ça où il explose, il part, on ne le revoit pas. Il a un très beau style, très généreux. C'est un gars qui a commencé assez jeune, hein, dans son team Yamaha Dixon. Mackenzie, 13e temps ce matin au warm-up, il s'est qualifié en 11e position hier et il est en train de revenir maintenant pour aller peut-être chercher Philippe Aerts. Après les Italiens qui ont fait la loi à Montevarchi, peut-être un Anglais chez lui à domicile avec Billy Mackenzie, le vainqueur du Grand Prix du Japon. Il est 6e du classement provisoire. Oui, il est plutôt dans les bons chronos. Alors si on regarde un tout petit peu derrière, Sébastien Pourcel est en 12e position. Anthony Boissière 18e. 19e Pierre-Alexandre René et Marc de Ruyver 22e pour le moment. Ouais, Marc de Ruyver en grande difficulté. Même chose pour Rattray, hein, qui souffre. Il a perdu 3 places. Tyler Rattray, il est désormais 14e seulement. Donc tout ça, ça fait les affaires de Christophe Pourcel. Et de son côté, Chiaroli, lui, entame sa remontée. Mais il est actuellement à la 9e place seulement, le champion du monde en titre. Avec Chiaroli, on a quand même l'impression, Serge, que lorsqu'il loupe ses départs, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'était le cas déjà l'année dernière, mais sauf qu'il réussissait beaucoup plus de all shot. Cette année, c'est encore plus vrai. C'est vrai que cette année, ça paraît d'autant plus difficile. Comme je vous le disais, le rythme, je pense, a vraiment augmenté encore. Les motos sont devenues de plus en plus performantes. Et on le voit, je dirais aujourd'hui avec Nicolas Aubin, qui lorsqu'il part devant, il est capable de tenir les avant-postes. Et dès que les départs sont ratés, il est derrière. Donc c'est vraiment pas évident. Le retour de Christophe Pourcel. Ouais, qui a gagné une place. Une place de plus. Chiaroli 9e sur les talons de Tommy Sirle. 14 secondes, hein, quand même de la tête. Ça va pas être facile pour Antonio. Et Rattray 14e. Dans tous les cas, pour Christophe, c'est encore une bonne opération au niveau des points. Oui, comptablement, c'est vraiment bien. Ouais. Ça joue aussi, on a la sensation que Christophe est en train de prendre une maturité en termes de gestion de Grand Prix, pression, stratégie de course assez intéressante. Ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'on ne sait pas si c'est réfléchi ou si c'est, je dirais, le destin, le hasard qui fait que. Mais le week-end dernier à Montevarchi, des manches de qualif, il se qualifie de justesse à cause d'une chute au départ de cette séance qualif. Et le dimanche, il est sur une place le plus à l'extérieur de la grille, donc logiquement mal placé. Et il réussit son départ, il est dans le rythme et il est à chaque fois dans le top 5. Il gère bien. Alors là, il est 4e de cette manche. Il va quand même commencer à falloir surveiller Philippe Aerts. S'il continue d'enchaîner comme ça les victoires de manche, il va se rapprocher très vite au niveau du classement provisoire. Philippe Aerts 5e avec 210 points pour le moment. 210 points. Christophe, lui, occupe la première place avec 274. Donc, par rapport à Philippe Aerts, il a une marge certes très intéressante, mais il faut se méfier. C'est surtout Rattray, de Ruyver et Chiaroli qui vont voir revenir Philippe Aerts comme un boulet de canon. Et regardez ces sauts magnifiques, hein, de Christophe qui revient un petit peu, hein, Christophe qui revient sur Nicolas. Ouais, Christophe qui peut peut-être aller chercher et qui va même sans doute aller chercher la 3e place. Et en tout cas pour l'instant la plaque rouge 377 fait du beau boulot
sur cette piste du Grand Prix d'Angleterre en direct bien sûr sur AB Motor tout ce début d'après-midi. Eh bien, il sera question de MX et là c'est une très belle manche. Allez, Cairoli, Antonio Cairoli, le champion du monde en titre, en train de revenir sur ses talons. Il y a Swanepoel derrière qui n'est pas très loin, Sébastien Pourcel non plus, et Cairoli qui vient de se débarrasser a priori peut-être de Tommy Searle, ou alors à moins qu'il s'agisse de Swanepoel, les deux coéquipiers du team Molson. Antonio Cairoli, 8e place. Il a encore effectivement laissé débarrasser de Tommy Searle. Son objectif maintenant c'est un autre pilote hier. Il y a Davide Garneri. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas forcément. Il y a également Kenneth Gundersen. C'est pareil, hein, il y a peut-être un top 5 de jouable pour Antonio Cairoli dans cette manche. Ah, il arrive à revenir d'assez loin régulièrement, Antonio Cairoli. Ceci dit, quand il part devant, enfin quand il partait devant l'année dernière, personne ne le revoyait. Il a un petit peu plus de mal cette année, même en cas de all shot. À croire que le niveau quand même s'est globalement homogénéisé vers la qualité. Cairoli en revanche, on apprécie vraiment son style de pilotage, hein. Serge, un garçon quand même assez moderne qui pilote très bien. Tout à fait, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, autant l'année dernière on le voyait, tout passait et tout le réussissait, et même les remontées sur des départs moyens. Là c'est plus dur, donc je pense qu'effectivement le niveau a augmenté. Le fait qu'on voie des jeunes pilotes comme Christophe, comme Nicolas, ça permet de voir que la relève arrive aussi. Donc c'est d'autant plus intéressant et pour le spectacle et pour les newcomers de ce championnat du monde. Serge, vous parlez de relève, c'est un mot important. On a eu la sensation qu'il y a eu un petit creux dans la vague du motocross français et puis là ça revient. Alors un petit creux, non, je pense pas qu'il y ait eu un petit creux parce qu'il y a toujours eu quand même, je dirais, beaucoup de pilotes français en Grand Prix. Je pense qu'aujourd'hui on parle plus de relève parce qu'aujourd'hui ces pilotes français sont aux avant-postes, alors qu'avant on va dire ils étaient plus entre le top 5 et 15. Donc toujours autant de pilotes français mais plus sur les avant-postes. Ouais, des garçons qui pourraient partir tenter l'aventure outre-Atlantique. Pour vous aujourd'hui, il y aurait qui ? Christophe, hein, ouais. Pour l'instant je dirais c'est la question ou la réponse que tout le monde attend, à savoir est-ce qu'il va réenchaîner avec une saison de MX2 ou alors partira-t-il aux États-Unis l'année prochaine. Connaissant le garçon, à mon avis il a déjà une petite idée derrière la tête, hein. Je pense s'il est champion du monde, j'ai bien peur qu'on ne le revoie pas l'année prochaine en Grand Prix. Allez, Philippe Hertz toujours en tête, il a creusé l'écart. Mackenzie qui navigue juste derrière. La 3e place toujours détenue par Nicolas Aubin, mais attention car Christophe Pourcel est en train de tomber ses temps. Christophe Pourcel qui roule plus vite actuellement que Nicolas Aubin, qui pourrait revenir chercher une place sur le podium de cette première manche, alors que De Ruyter toujours en grande difficulté. Il n'arrive pas à rentrer dans les 20, donc pas de points pour l'instant pour Marc De Ruyter. Ouais, et Tyler Rattray en 16e position. Tyler qui a vraiment du mal sur ce Grand Prix. Ça fait les affaires de Christophe Pourcel, ça c'est vraiment top. Ça revient également pour Garneri, Gundersen et Cairoli. Tous les trois ont pris le meilleur sur Goncalves. Garneri désormais 5e devant Gundersen et Antonio Cairoli. Et le leader, hein, et Philippe Hertz donc, et KTM qui doivent être assurés sur le choix de la cylindrée, puisqu'il était pressenti à un moment en début de saison d'aller vers la catégorie 450. Il avait d'ailleurs roulé sur une épreuve en Autriche avec Michael Pichon sur une 4,5 du team Usine. Et je pense que le fait que les victoires reviennent, ça va permettre à tout le monde de se concentrer sur un seul objectif. Ouais, puis d'autant que on voit en ce moment que De Ruyter est à la peine, que Rattray également en baisse de rythme. Il va peut-être même devenir l'atout numéro 1 de KTM, Philippe Hertz, dans les semaines qui viennent, pour essayer d'aller chercher le titre mondial. C'est quand même difficile pour l'usine autrichienne. On sait qu'ils ont engagé 4 pilotes d'usine et que pour l'instant ils sont dominés par Christophe Pourcel, qui n'est pas dans une structure d'usine. Certes, il a du bon matériel, mais ça n'a quand même rien à voir. Et on souhaite quand même que Philippe Hertz relève un petit peu le gant. Il y a 64 points d'écart pour aller chercher Christophe Pourcel quand même, c'est pas rien, c'est pas infaisable non plus. C'est pas rien, mais c'est pas infaisable, puisque là sur une première place de Philippe Hertz, c'est une 3e place de Christophe, il va lui reprendre déjà 5 points. Si ça se passe comme ça sur 2 manches, ça fait 10 points par Grand Prix, il reste quand même beaucoup de Grand Prix, donc tout est envisageable, en sachant qu'il peut y avoir des problèmes de chute, de fiabilité de moto. Donc je pense que tant que le dernier damier de la dernière manche de la saison n'est pas tombé, on peut pas tirer de conclusion. Et ce qui est sympa, c'est que le dernier damier de la dernière manche, ce sera en France, à Ernée. Est-ce que ça va pas rajouter un peu de pression sur les épaules de nos tricolores ?
On n'espère pas, en tout cas on espère surtout que ça va les transcender. Et Philippe Hertz qui est le meilleur chrono. Derrière c'est Billy Mackenzie, bien calé en seconde position. Billy Mackenzie qui a décroché Nicolas Aubin. On se posait la question tout à l'heure, vous qui avez Serge l'occasion très certainement de rouler avec des motos de la catégorie MX2 plus régulièrement que nous. Aujourd'hui ce sont des motos qui sont à la fois puissantes et faciles. Oui, beaucoup plus qu'auparavant, surtout au niveau partie cycle. Bon, les moteurs restent, je dirais, à la fois très coupleux, très performants, beaucoup plus puissants que des moteurs de temps, que des 125 de temps. C'est d'ailleurs pour cela qu'on n'en voit plus en championnat du monde MX2. Il n'y a plus aucun intérêt aujourd'hui à avoir un 125 de temps. Par rapport pour faire le championnat de France junior. Allez, ça revient pour Christophe Pourcel qui est quasiment sur les talons de Nicolas Aubin. Regardez le retour du leader du championnat pour aller chercher une place sur le podium et pourquoi pas se repositionner pour la victoire au général du Grand Prix. Ça risque d'être chaud maintenant pour Nicolas Aubin, même s'il continue de rouler très fort avec il est dans les mêmes chronos que Billy Mackenzie. Mais Christophe Pourcel fait son effort. Nous sommes en fin de course maintenant, on se rapproche de l'arrivée et Christophe est en train de réagir. Il reste encore 15 minutes de course, hein. Il faut trouver son second souffle, se reconcentrer très certainement, pas trop penser à la pression qui arrive derrière. Là il y a un match franco-français quand même pour le podium, hein. Complètement. Et Christophe qui est vraiment l'homme de tous les moments, que ce soit le début de manche, le milieu de manche, la fin de manche. Christophe ira toujours jusqu'au dernier moment chercher à gratter une demi-seconde, une seconde, essayer de dépasser un pilote. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi il arrive à faire la différence et il arrive à se battre jusqu'au bout, c'est qu'il lâche rien. Allez, Sébastien Pourcel 10e, Keroli 7e. Ouais, et puis Christophe qui a quand même une attitude un petit peu, il se démarque, hein, par exemple, c'est le seul pilote à ne pas faire le tour de reconnaissance avant la manche. Tous les pilotes partent pour faire un tour de reconnaissance et lui il part pas. Alors ça c'est pour c'est un peu un tox ou vraie gestion? Je ne saurais vous dire. Curieux, vous me posez Nicole. Mais oui, il pour être curieux, alors forcément. Il doit y avoir forcément un peu d'intox, c'est sûr, mais bon, ça semble sur les talons de Nicolas Aubin pour aller chercher cette 3e place. En tout cas, c'est un garçon qui affirme son caractère un peu à l'image de ce que pouvait faire un Jean-Michel Bayle à l'époque, avec parfois des comportements déroutants pour ses adversaires. Complètement, et je dirais c'est super intéressant que vous parliez de ça, puisque moi Christophe, je l'ai côtoyé de plus près quand j'étais dans la structure du team FreeX en 2003 avec son frère donc Sébastien, et que nous roulions en Grand Prix, et j'ai eu l'occasion de faire quelques entraînements donc avec Christophe et avec Sébastien, et je me rappelle de cette image. Donc Christophe était champion de France cadet en 85 cm3. On était sur un entraînement sur une piste de Supercross, donc Christophe qui s'était déjà mis très tôt au Supercross, et je me rappelle de cette image où Christophe enchaînait les tours, il n'arrêtait pas, il roulait je pense 2 ou 3 fois plus que nous, et à un moment donc il s'arrête, il n'y a plus d'essence de la moto, il s'arrête pour faire le plein. Son père était à l'autre bout du circuit, il est revenu tranquillement en marchant, et son père n'allant pas assez vite, il a pris le jerrycan, il a pris l'entonnoir, il a fait le plein, il est reparti. Mais incroyable. Et c'est vrai qu'on peut vraiment le comparer à Jean-Michel Bayle. C'est passé les amis pour Christophe Pourcel, désormais à la 3e place de cette première manche. 9 minutes 55, encore plus de tours. Et le leader du championnat du monde se replace idéalement. Il vient de se débarrasser de Nicolas Aubin. Encore un coup dur pour Marc de Ruyver. Marc de Ruyver qui ne marquera pas de points. Il avait déjà cassé sa machine la semaine dernière dans la seconde manche. Alors on disait de lui en début de saison qu'il avait acquis une régularité étonnante. Il était monté sur tous les podiums jusqu'à la semaine dernière, et voilà, c'est terminé, patatras en 2 grands prix. Il vient déjà de connaître 2 manches blanches, c'est difficile. On revoit le dépassement ici de Christophe Pourcel qui est parti un peu à l'extérieur. Alors maintenant il va falloir surveiller les chronos et voir si Christophe a les capacités de se rapprocher de Billy Mackenzie. On a l'impression que Mackenzie n'est vraiment pas très loin du tout, hein. On a aperçu la Yamaha du pilote anglais. Il faut espérer maintenant que, comme je vous le disais tout à l'heure, que les moteurs tiennent, car cette piste est vraiment très rapide, et le fait je dirais d'être haut dans les tours avec ces moteurs 4 temps qui sont vraiment exploités au maximum, je dirais c'est contraignant pour les mécaniques. C'est peut-être le problème qu'a eu d'ailleurs de Rover. Le petit geste technique ici de Christophe qui est un tout petit peu déséquilibré, hein. C'est vraiment un artiste. Il y a 4 secondes d'écart, hein, sur l'anglais. En revanche pour la victoire, hein, ça ne devrait pas échapper à Philippe Hertz.
Ce qu'il faudrait, c'est que Christophe réussisse quand même à redoubler Mackenzie pour terminer deuxième, ce qui pourrait lui permettre de gagner le Grand Prix en cas de victoire tout à l'heure si Philippe Hertz réussissait encore une grosse performance. En tout cas, Philippe Hertz, il est en confiance, c'est évident. Il a un pilotage absolument parfait, c'est plaqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais c'est vraiment très propre. On voit quand il évolue qu'il y a une grosse impression de maîtrise qui se dégage et de confiance. On le voit, enfin, moi je le vois pas en le regardant rouler et je le vois pas commettre une erreur. Chaque trajectoire est posée, on le voit vraiment faire tous ses freinages debout, s'asseoir une fois qu'il est calé dans le virage, les réaccélérations sont vraiment maîtrisées, il n'y a pas de glisse, c'est vraiment très 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 sain. Freinage debout à ce moment-là du Grand Prix, ça veut dire aussi forme physique imparable. Ça veut dire que le mec il est prêt de toute façon. C'est clair. Allez, Philippe Hertz, Mackenzie. Il est prêt, il a 7 secondes d'avance, ça c'est sûr qu'il est prêt. Et le voilà. Garnieri, Gundersen 6e, il est remonté, Gundersen il est revenu. Ça va être chaud la fin de manche pour Nicolas Aubin. Keroli 7e et Christophe Pourcel revenu à 2 secondes seulement de Billy Mackenzie. Alors quand on est dans une dynamique comme la sienne, normalement ça ne devrait pas poser trop de problème d'aller rechercher le pilote anglais sous les yeux de Madame Philippe Hertz, très ému la semaine dernière. Et Tyler Rattray en 16e position. On peut quasiment dire, Serge, Rattray et De Rochefort, ils sont en train de perdre le championnat aujourd'hui. C'est vrai que là, il y a un tournant qui est en train de se produire. Déjà depuis le week-end dernier, depuis le Grand Prix d'Italie. Rendez-vous compte, son meilleur temps, c'était 2,06 dans cette manche. Il prend plus de 3 secondes au tour. Alors Serge, comment on peut expliquer, c'est toujours difficile à expliquer, mais un garçon comme Rattray, qui a terminé l'an passé en boulet de canon, il a tout gagné, il a gagné les Grands Prix. Il commence la saison, il enchaîne avec 3 nouvelles victoires. Et puis tout d'un coup, ça marche plus. En Allemagne, il a commis des fautes, il a commencé à chuter. Et puis après, c'est l'engrenage. Et depuis, il n'est plus l'ombre que l'ombre de lui-même. Comment c'est possible de passer d'une série où on gagne 6 Grands Prix d'affilée et tout d'un coup que ça ne marche plus du tout? Vous savez, c'est extrêmement complexe d'être sportif de haut niveau parce qu'il faut gérer à la fois et je dirais des aptitudes et de l'entraînement physique et gérer un mental. Et c'est vrai que mentalement les saisons sont très très longues. On subit beaucoup de contraintes par rapport aux épreuves, par rapport aux entraînements, par rapport aux chutes, par rapport à la préparation. Et je dirais après le moindre grain de sable, comme par exemple l'arrivée de jeunes, des coups d'éclat ou justement la consistance d'un Christophe Pourcel peut remettre en doute justement une préparation, et à partir de là ça devient compliqué. Oui, c'est vrai que ça doit déstabiliser quand même, d'autant qu'il y a quelques éléments déstabilisateurs en ce moment sur cette catégorie MX2 qui est vraiment réjouissante. Nous on se régale tous les week-ends à commenter cette catégorie. Tout à fait, et il me semble que Rattray avait eu justement un problème, et il était, si on regarde les classements au niveau des points, il lui manque une manche où il a dû casser le moteur, et à cause de cette manche, au lieu d'être justement aux avant-postes et au contact du leader, donc de Christophe, il lui manque cette série de 20 points. Il lui manque même 2 manches. Rattray, il a chuté au Japon dans la 2e manche, il a abandonné, et puis il a abandonné la semaine dernière, donc c'est vrai que ça fait déjà 2 manches en moins. Alors qu'on suit le retour d'Antonio Keroli qui est sur les talons de Gundersen juste devant c'est Garnieri, et ça risque d'être assez chaud cette fin de course avec Antonio Keroli malgré tout qui réussit une manche assez correcte avec un départ moyen, mais il s'est bien remis dans le coup. Il peut encore quasiment espérer aller chercher la 5e place. Il y a grosse attaque, et puis Gundersen vient de signer un 2.02.600, ce qui fait de lui un des hommes les plus rapides en tête. Il est quasiment dans les temps de Philippe Hertz. Et puis les 3 garçons qui sont sur les talons à 4 minutes de la fin de Nicolas Aubin. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Ça risque d'être assez chaud cette fin de course pour Nicolas, également pour Gundersen, pour Keroli. Regardez la niaque du champion du monde en titre. Moi, c'est ce que j'apprécie chez Keroli. Il y a un moment donné où il ils sont vraiment revenus sur Garnieri, Gundersen et Antonio Keroli. Derrière, c'est Tommy Searle, le jeune pilote britannique. C'est sa première année de Grand Prix, on l'avait vu en fin de saison dernière. Le voilà, il est à l'image, un garçon qui est talentueux et qui a vraiment lui aussi pour le coup un pilotage vraiment très moderne. Complètement, et bon, apparemment des petites infos que j'ai récupérées à Montevarchi le week-end dernier, Tommy Searle qui serait déjà en contact avec KTM pour la saison prochaine. Car on sait que son manager c'est James Dobb, qui a été champion du monde chez KTM, qui a encore forcément un peu d'influence chez les Autrichiens. Il connaît la musique, James Dobb, ça c'est clair.
Et surtout, il a l'œil. Et on sait aussi que l'an prochain, chez KTM en MX2, normalement, il n'y aurait plus que 2 machines d'usine. On sait que Kurt Nicholl aimerait bien que De Ruyver et Rattray montent en MX1. Alors on pourrait pourquoi pas s'orienter vers un team Philippe Hertz domicile. Mais il y a un certain Christophe Pourcel qui devrait également avoir quelques propositions au cas où il ne partirait pas aux US. Christophe Pourcel revenu à 1 seconde seulement de Billy Mackenzie. Ce serait bien que le réalisateur aille chercher peut-être cette bagarre. C'est une bagarre importante avec le leader du championnat qui peut aller peut-être chercher la 2e place. Et notre autre petit français, Nicolas Aubin, sous pression car derrière il y a 3 locomotives qui vont lui bondir dessus. Garnieri, Gundersen, Keroli. Alors Sébastien Pourcel est 10e, Boissière en 15e position, Rattray 16e, Pierre-Alexandre Renet dans les points lui aussi. Anthony Boissière qui a du mal aussi, hein, Serge, à revenir à son niveau de l'an passé. Il a certes débuté l'année blessé, il a perdu du temps, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est revenu et c'est difficile. C'est un garçon qui a gagné quand même 2 manches l'année dernière. Complètement, donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure justement de l'état d'esprit et je dirais de la complexité d'un sportif de haut niveau. Anthony qui s'est blessé cet hiver, qui est resté vraiment très très longtemps arrêté, qui a vraiment été embêté avec sa cheville, qui a dû reprendre la moto beaucoup plus tard que prévu et dès qu'il a attaqué, obligatoirement les autres avaient fait un hiver de préparation, avaient déjà enchaîné les courses. Anthony est arrivé donc je dirais en retrait par rapport à tout le monde et par rapport à ça mentalement c'est vrai que c'est vraiment difficile d'arriver à se reconditionner, d'accepter la supériorité des autres pilotes. Allez, Garnieri qui est en train de mettre sous pression Nicolas Aubin, ça va peut-être passer. Ça arrive de passer pour Garnieri. Il résiste le petit Nico, c'est bien. En tout cas, il nous aura fait une belle démonstration de son abattage. Garnieri qui attaque très fort et Garnieri qui a décroché Gundersen et Keroli. Maintenant, il faut vraiment tenir le coup. Ce serait sympa pour Nicolas de terminer dans le top 5 de cette première manche. Après un début de manche très intéressant. Et l'attaque de Garnieri, il est de plus en plus chaud. Le pilote italien, encouragé par le team Ricci Racing. Ouais, 2-0-3 pour Garnieri, 2-0-5 pour Aubin dans le dernier tour. Il va falloir que Nico Aubin sorte la surmultipliée et le physique. Hein. On a fait assister à un beau bloc passe là. Il s'est retenu, Garnieri. Et ça devrait passer à l'intérieur. C'est fait pour le pilote italien Davide Garnieri, vainqueur d'une manche l'année dernière à Tuchenthal, en difficulté depuis le début de l'année. Il a du mal à confirmer. Là, cette fois-ci, il est vraiment dans le coup sur ce circuit rapide. Et compte tenu de la texture de la terre, Serge, on n'a pas l'impression que le circuit se dégrade énormément. Hein. Non, mais on peut voir que dans les virages, il y a quand même des appuis qui sont créés, soit des appuis meubles, soit des appuis creusés. Donc les pilotes arrivent à alterner justement en décalant leur trajectoire sur les freinages, donc en ouvrant plus ou moins le virage, arrivent à avoir des trajectoires parallèles, donc à se décaler et justement à porter des attaques. Avec Gundersen, Keroli qui reviennent sur Nicolas Aubin. On sent le prof qui parle là. Ça marche toujours les cours de motocross? Bien sûr, plus que jamais, puisque ça fait 2 ans que je m'occupe de pilotes. J'essaye d'apporter mon expérience et mon acquis à des pilotes pour leur permettre de progresser plus rapidement, donc à quelque niveau que ce soit. Et bien évidemment les stages réguliers pendant la saison avec des formules un petit peu originales puisqu'il y a des formules cet été sur des pistes de Grand Prix dont Asti et dont Belpuig. Donc essayer de proposer, je dirais, aux pilotes de tous les jours d'en profiter au maximum. Alors, il y a quoi? Il y a un petit site internet, Serge, où on peut prendre les infos? Bien sûr, le www.sergegility.com. Voilà, vous aurez toutes les news de chaque course, donc des résultats de Grand Prix des pilotes de la marque Schott, puisque je suis le racing manager de la marque, et les comptes rendus de tous les stages, donc ce qui permet, je dirais, à tout le monde de voir où se déroulent les stages, les photos des circuits et je dirais les ambiances qui se sont dégagées sur ce site. Allez, on revient sur toutes les bagarres de cette dernière manche. On a vu le temps est quasiment terminé. On va rentrer dans les 2 derniers tours. Christophe Pourcel n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Billy Mackenzie, mais c'est jouable. Et puis derrière, entre Aubin, Garnieri, Gundersen et Keroli, c'est chaud bouillant. Il va se passer encore pas mal de choses. Regardez l'écart. Christophe Pourcel, Billy Mackenzie. C'est très important d'aller chercher cette 2e place dans l'optique de la victoire éventuelle dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais encore une fois, on va souligner la belle manche. Hein. Il n'est pas super bien parti. Il est revenu. Il est une nouvelle fois capable d'aller chercher un podium. C'est très fort ce que réussit Christophe Pourcel. Ouais, il a vraiment le mental du patron, hein, Christophe Pourcel. Et on sent, regardez, qu'il est capable de revenir. Il est un tout petit peu plus rapide en fin de manche. Peut-être un peu plus frais physiquement. Allez savoir. Regardez l'attaque. Maintenant, ça va jouer au niveau des trajectoires. Regardez, on le voit décaler les traces. Il cherche la vitesse là. Hein. Il cherche surtout, je pense, à montrer aussi à Mackenzie qu'il est plus que jamais présent. Donc il va essayer par n'importe quel moyen que ce soit
de trouver des trajectoires plus rapides, d'ouvrir plus ses virages pour ressortir plus serré, ou alors de profiter justement de prises d'élan avec des entrées de virages très larges et des sorties de virages très larges pour se présenter. Et Mackenzie qui résiste parfaitement, mais peut-être l'attaque du Français ici à l'intérieur. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est bien fait ça. Ouf, chaudard. Ah, il ne suit pas, il fait tout ce qu'il faut pour justement se créer une opportunité de dépasser. Il reste 2 tours et demi. Mackenzie qui a été déséquilibré dans le saut, c'est fait. Christophe Pourcel qui passe. C'est magnifique. On le sentait depuis un petit moment. Christophe Pourcel qui vient de s'emparer de la 2e place. Ah, il s'affirme complètement, Christophe Pourcel, dans ce mondial MX2. Non seulement la plaque rouge lui donne des ailes, mais lui donne aussi le mental d'aller chercher les bonnes places, les bons points. Et c'est vachement important aujourd'hui. Et on ne pourra plus que jamais remercier quand même Jean-Luc Fouchet qui, je pense, qui peut permettre à pilote français, parce qu'on les voit tous enchaîner toutes ces grandes tables, toutes ces grandes difficultés sur cette épreuve de Grande-Bretagne, d'avoir mis en place un championnat de France qui a permis à de très nombreux pilotes français de s'exprimer, et en championnat du monde et aux États-Unis. Donc des Villemin, des Roncada, vraiment beaucoup de pilotes qui ont pu profiter de ces championnats qui sont en place en France pour passer les étapes et les paliers supérieurs. Alors, il y avait une épreuve hier soir. Il y avait l'ouverture hier soir du côté de Longuet à la Pampa avec la finale 125 remportée par Marvin Musquin. Là, on en reparlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure de Marvin Musquin, mais c'est un jeune pilote, il a 16 ans, il a vraiment très bien roulé hier soir. Victoire dans la finale 125 devant Stéphane de Martis, grand spécialiste du Supercross qui fait presque figure maintenant d'ancien dans la catégorie, car derrière c'est Kunsi de Monksana, l'actuel leader du classement provisoire du championnat de France junior, qui est terminé 3e. Donc on lui fait un petit coucou aussi à Kunsit, on sait qu'il nous regarde aujourd'hui. 4e place pour le Sage, et puis finale open gagnée par Benjamin Coisy devant Alexandre Ruiz et Pierrick Paget, qui a réussi une belle course. Et la super finale, Coisy devant Maxime Lesage de Martis et Vonksana. Malheureusement Musquin était revenu pour quasiment jouer la 2e place. Il a chuté à 2 tours de la fin dans les whoops, mais le talent est là, c'est sûr. Alors Philippe Pertz dans les dernières courbes, les derniers virages, qui a fait une course fantastique pour celle qui n'est revenue qu'à 5 secondes du leader de cette manche. C'est dire l'effort physique et sportif qui a été fait par le Français. Mais Philippe Pertz, solide leader de cette manche, qui va enchaîner une 3e victoire d'affilée. On en parlait tout à l'heure, sous l'œil vigilant de sa compagne bien sûr, et de vous autres qui nous regardez en direct sur AB Moteur. Alors Philippe Pertz qui va égaler Keroli. C'est Keroli jusqu'à présent qui a gagné le plus de manches, avec 4 succès depuis le début de l'année. Philippe Pertz qui passe à 4 également. Ah ouais, puis qui va augmenter considérablement son compteur du nombre de tours en tête des manches de Grand Prix, puisque au départ de ce Grand Prix il avait 39 tours en tête. Et ce qui est l'information de cette première manche, c'est fait. Victoire de Philippe Pertz, 3e succès consécutif. Mais c'est surtout Pourcel qui termine 2e. Il marque 22 points quand De Ruyver n'en marque pas, et quand Rattray, qui va prendre la 17e place, n'en marque pas beaucoup non plus. Encore une grosse opération pour Chris Pourcel, qui perd certes 3 petits points sur Philippe Pertz, mais qu'on reprend sur tout le monde, y compris sur Keroli. Keroli qui termine 6e, car Nico Aubin il a craqué dans les tout derniers tours. Et finalement il prend la 7e place, Nicolas. Au podium final, Davide Philippe Pertz, il va très certainement être dangereux, c'est évident. Et Philippe Pertz qui a été qui n'est pas sur une 450 forcément puisqu'il a, mais il a été intégré en revanche sous le haut vent du team MX1 avec Jonathan Barragan. Il n'est plus dans la structure Van der Ven, il est dans la structure managée par Georges Jobé depuis le Grand Prix d'Italie. Donc il y a Philippe Pertz et Barragan dans la structure entre guillemets MX1, alors que Nunn, De Ruyver et Rattray sont toujours avec Van der Ven. Ce qui prouve que chez KTM peut-être qu'on l'aime bien. Ah bah là pour l'instant on doit bien l'aimer, parce que 3 Grands Prix d'affilée, c'est lui le fer de lance de la marque depuis les 3 dernières manches. Tommy Searle qui a gagné une place dans le dernier tour en 8e position, et qui a dépossédé Nicolas Aubin. Il termine 9e finalement, Nicolas Aubin, doublé également par Swanepoel. Sébastien Pourcel 10e. Ensuite on retrouve Carlin Goncalves, Chiodi qui est toujours blessé en 13e position, Anthony Boissière qui est revenu un petit peu sur la fin, 14e place pour Anthony. Des points également pour Pierre-Alexandre Renet qui termine 16e. Voici les résultats à l'écran. Philippe Pertz, Pourcel, Mackenzie, Garnieri, Gundersen, Keroli, Swanepoel, Tommy Searle. Les Anglais qui marquent bien leur premier Grand Prix MX2 de la journée. Nicolas Aubin 9e, Sébastien Pourcel en 10e position. Et puis Renet qui marque les points de la 16e place. Avec une première manche qui va déjà bouleverser plus ou moins le classement provisoire, puisque Keroli va
va déborder Tyler Rattray, va déborder Marc de Rochever, il va s'emparer de la deuxième place du provisoire. De son côté, Philippe Hertz, lui, il va quasiment revenir au contact de Rochever et Rattray également. Donc, à la suite des opérations s'annonce un peu salée. Alors que devant, Christophe Pourcel va encore creuser un petit peu plus l'écart. Il avait 28 points sur De Rochever. Il va encore augmenter son avance, notamment sur Keroli. Donc bonne opération pour Christophe. On va écouter sa réaction d'ici quelques minutes. Ouais, belle construction de course, parce que c'était pas gagné tout à l'heure au départ. Bien sûr, mais à la limite, c'est vrai que ça ne nous dérange pas de voir que le championnat MX2 est vraiment très animé et qu'il y a beaucoup de rebondissements dans le classement à partir du moment où on a un pilote français qui est assez loin devant. C'est ça. C'est là que ça devient tolérable. Sans être chauvin. Ah, pas du tout, c'est pas du tout notre genre. Mais Philippe Hertz qui effectue un petit peu la même saison que l'année dernière, parce qu'on en avait vu qu'à partir de la mi-saison, ou au terme de la saison, il commençait à s'imposer sur les Grands Prix, il emportait des épreuves et des manches, et là il est en train de nous refaire le même coup de poker que la saison dernière. Il avait démarré avec sa 125 et puis... C'est vrai qu'on l'attendait un peu mieux au début, puisque justement il avait réussi une grosse saison l'an passé. Il a peut-être eu du mal un peu à digérer ce nouveau statut, mais cette fois-ci ça semble bien parti. Allez, on va revivre les meilleurs moments avec, pour commencer, un all shot tricolore réussi par Nicolas Aubin. Non, Gundersen. Et puis Aubin qui est en deuxième position, qui va récupérer la première place après cette chute. Derrière, c'est la grosse attaque bien entendu, et David et Philippe Hertz qui va s'imposer au reste du pack. Billy Mackenzie, auteur d'un bon départ, lui aussi va se rapprocher. Et derrière, Christophe Pourcel qui va monter en pression petit à petit. Il se débarrasse ici de Nicolas Aubin. Il ira ensuite chercher Mackenzie. En revanche, il sera trop tard pour revenir sur le leader Philippe Hertz. Et derrière, belle remontée également de Garneri. Et puis la remontée irrésistible de Christophe Pourcel qui va se débarrasser de tous ses adversaires sauf un. Mais quelle remontée en seconde place du Français. Ouais, et puis Christophe Pourcel qui a réussi tout simplement le tour le plus rapide de cette manche dans le 14e tour. Ça, c'est toujours des indications assez intéressantes. 2:02 420, c'est son meilleur chrono, c'est le meilleur chrono absolu. 2:02 800 pour Philippe Hertz, 2:02 6 pour Gundersen. Est-ce que c'était difficile de rester devant? J'ai fait une belle course. Après 10 minutes de course environ, j'ai pris la tête en doublant 2 pilotes. Je suis plutôt content pour cette manche. J'ai réussi à rester bien concentré. Son objectif, c'est de se rapprocher de la tête dans ce championnat du monde. Philippe Hertz, donc premier vainqueur de la journée. Et qui avait l'air visiblement un peu touché par l'effort physique sur ce coup-là. Il a fallu le tenir, ce rythme, car c'est vrai qu'avec des garçons comme Christophe Pourcel qui sont revenus d'assez loin à quelques secondes, il fallait du mental et du physique pour aller jusqu'au bout. Alors justement, on va écouter le pilote français nous raconter tout ça dans notre langue maternelle. Il faudrait qu'il progresse en anglais un petit peu, Christophe Pourcel, s'il a des ambitions outre-Atlantique. Christophe qui se fait attendre. Christophe, you had a super speed today, but you had a crash at the beginning of the race. Christophe, vous étiez super rapide, mais vous êtes tombé en début de manche. Je suis pas bien parti, mais bon après, je remonte pas trop mal et puis je fais une petite chute. Je repars assez vite parce que j'ai l'habitude dernièrement. Mais sinon, à la fin, je roulais assez vite et j'ai le meilleur temps en course. Donc, si je fais un bon départ tout à l'heure, ça ira. On l'a pas vu, la petite chute de Christophe Pourcel, malheureusement. Ça ira. Il n'a pas l'air trop marqué, il a l'air bien. Il a l'air plutôt bien, ouais, plutôt frais. Puis meilleur tour en course au 14e tour, c'est-à-dire forcément physiquement il est bien. Et lui qui a l'air d'être assez timide dans la vie, il a l'air d'apprivoiser un tout petit peu le média, ce qui est plutôt sympa. Ça fait 2-3 Grands Prix qu'il nous fait des coucous. Christophe, il est timide. Face aux caméras peut-être. Peut-être, sinon on ne peut pas vraiment dire qu'il soit vraiment timide.
voici cette Kawasaki du team privé, on le répète. Hein. C'est quand même toujours admirable de voir des teams privés en tête du mondial. D'autant plus que le team est géré par le père de Christophe. Alors on écoute Lily Mackenzie. Après quelques courses difficiles, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver en haut de l'affiche. Je suis vraiment très heureux de retrouver un bon niveau aujourd'hui ici devant mon public. Pour le team c'est important puisque Team Dixon est également le promoteur de cette épreuve. C'est bien que ça se passe bien pour nous aujourd'hui. J'espère être une nouvelle fois aux avant-postes tout à l'heure dans la deuxième manche. Mackenzie s'est toujours marqué les bons points au bon moment, hein, parce qu'au Japon c'est vrai que c'est toujours bien de briller devant les employeurs japonais. Là il est chez lui, son partenaire principal et promoteur de l'épreuve, ça va pas mal pour lui. En plus il est plutôt sympa. C'est un garçon qui aurait plus un physique pour rouler en MX1, mais malgré tout il s'en sort quand même bien hein, sur cette petite 250, petite pour lui 254 ans. Ah, il y a du gros physique hein, chez l'anglais, c'est clair. Alors le circuit, hein, on peut l'apercevoir sur ce plan large. C'est vrai qu'on sent la patte de son concepteur. Hein. Ça ressemble un peu notamment à l'île de White au niveau tout un niveau du tracé. C'est toujours super agréable de voir des nouvelles pistes. Je pense que ça permet de changer un petit peu la donne. Beaucoup de pilotes se plaignaient que le championnat du monde c'était une espèce d'étape chaque année qui était similaire. À chaque fois le même nombre d'épreuves, sur les mêmes lieux, les mêmes circuits. Et là ça permet enfin de créer des nouvelles possibilités, des nouvelles sensations et surtout de permettre et aux pilotes et au public de découvrir des nouveaux circuits, des nouvelles bastons. Faut pas oublier que ce circuit accueillera le motocross des nations en fin d'année. Ça c'est aussi une chose assez importante. Un circuit qui sera complètement détruit dès demain et que l'on reconstruira au mois de septembre pour accueillir le motocross des nations. Une édition qui s'annonce très intéressante puisqu'on le sait d'ores et déjà, le team américain fera le déplacement emmené par Ricky Carmichael. Côté tricolore, on ne connaît pas encore la composition de l'équipe, mais la composition logique actuellement, elle serait Christophe Pourcel, Yves Demaria et David Villemain. Alors on a eu quelques petits soucis, hein. Vous avez pu le voir à l'antenne avec nos amis du côté de l'Angleterre. On profite de ce circuit de l'intérieur avec cette magnifique caméra embarquée sur le casque. Et puis on suit bien entendu la Kawasaki numéro 22, ce qui nous permet de profiter effectivement de la largeur et de la qualité du tracé du circuit. Une belle terre, hein, une terre qui donne envie de rouler, Serge. Complètement, puisqu'on voit que la substance dessous est quand même assez dure et dessus elle a juste été brassée. Il y a des beaux appuis qui sont créés sur les extérieurs avec la terre qui a été poussée et des appuis qui sont créés aussi sur les intérieurs. Regardez ces gros sauts là, vous qui êtes un adepte du supercross, on le sait depuis longtemps. Ça doit vous agacer un petit peu ce genre de tracé. Ben, ça m'agace quand il est neuf. Après quand il est troué ça m'agace déjà beaucoup moins puisque c'est justement le pourquoi du fait d'arrêter de rouler. Donc de faire des choix qui sont logiquement réfléchis par rapport à des conditions. Donc, mais c'est vrai que ça donne envie, hein. Ça donne vraiment envie de voir ces pistes. Juste une petite précision concernant le site internet AB Moteur et les mails aujourd'hui. Apparemment il y a un problème technique, on ne reçoit pas les mails, donc on ne pourra pas vous répondre. On sait que vous êtes très nombreux tous les week-ends à nous envoyer des petits messages, mais là ça ne fonctionne pas a priori. Alors Pierre, vous allez peut-être nous régler ça, mais moi de mon côté je ne sais pas, je bricole. Je n'ai rien reçu encore. On a quelques petits coucous quand même. Allez, on finit avec cette présentation de la piste avant de passer à la catégorie MX1 avec notamment le grand retour aujourd'hui d'un garçon qui nous a manqué. Il n'est pas le seul, mais il nous a manqué lui aussi, c'est Josh Coppins, qui était l'un des prétendants à la couronne mondiale, qui s'est blessé malheureusement 3 jours avant le premier Grand Prix de Zolder, opéré de l'épaule. Et ça c'est vrai que ça nous a quand même créé un sacré manque, d'autant qu'un certain Michael Pichon a malheureusement jeté l'éponge. J'étais avec lui encore hier, il nous disait qu'il passait son permis moto et qu'il allait se consacrer maintenant à l'enduro et quelques crosses. Alors regardez
Juste Forme physique revenait à le classement. provisoire à 50 points d'avance sur Keroli pour Christophe Pourcel. De Roever est toujours 3e ex aequo avec Keroli. Et puis, grosse information, Philippe Hertz est toujours 5e et il n'a plus que 11 points de retard sur la 2e place de Keroli. Donc, vraiment des bouleversements très intéressants après cette première manche anglaise. Sébastien Pourcel dans le top 10. Et puis Luigi Segui absent aujourd'hui, il s'est blessé la semaine dernière, touché aux côtes. On devrait le retrouver au départ de la prochaine course. Kiko Chiodi aussi, qui avait démarré correctement sa saison et puis qui commence quand même à baisser de rythme, baisser de régime dans ce championnat du monde. Ouais, Kiko qui s'était blessé aussi après les quelques premières épreuves de championnat du monde, donc qui lui aussi a du mal je dirais, à retrouver la vitesse pour jouer les premières places dans ce championnat. Et pourtant, Dieu sait si l'homme a de l'expérience dans le domaine. Vous avez certainement un peu croisé le fer avec ce garçon-là. J'ai pas beaucoup croisé le fer. Lui, il m'a croisé, je pense, plus souvent que ce que moi j'ai croisé. Mais c'est vrai que j'ai roulé quelques années avec lui en championnat du monde. C'est le garçon le plus expérimenté du MX2. 3 titres mondiaux. Et vraiment quelqu'un de super cool. Quelqu'un qu'on va pouvoir croiser dans le parcoureur, qui va toujours être souriant, ouvert, disponible. On a la sensation qu'il est toujours resté pareil, un mec égal à lui-même, zen, amoureux évidemment, plus que tout du motocross. Allez, quelques jolis ralentis et puis on va donc se retrouver avec les gros bras de Jean-Christophe Vasquetto et Serge Guidetti qui est venu nous rendre visite. C'est très sympa, c'est la première fois en plus que tu viens nous voir. Serge, faudra revenir. Mais sans problème, avec grand plaisir. La maison est ouverte évidemment. Bon, l'ambiance est très bonne, donc je n'hésiterai pas. Alors juste un petit mot pour parler d'un autre team français, le team Kawasaki CLS qui était de retour depuis la semaine dernière. Le team qui fait rouler notamment Michael Maschio, Jérémy Tarou et Thomas Allier depuis une semaine. Malheureusement, Jérémy est réserviste aujourd'hui. Il ne s'est pas qualifié. On espère le voir tout à l'heure en seconde manche. Alors que de son côté, Thomas Allier, lui chez les MX1, ne s'est pas qualifié non plus. Allez, encore quelques ralentis en musique. On va se retrouver tout de suite pour le MX1. Ça passe plutôt bien, je pense. On n'est pas trop mauvais. Ah, non, Third, it is Kevin Strybos, number 24, and the second Suzuki 159.9. Then, just for a change, another Belgian in fourth position, Ken De Dijker, number 9, riding for the CAS Honda team, with a time of 2 minutes.